Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour nouveau numéro débrief du dernier match du gym, défaite lors du derby méditerranéen sur les terres marseillaises au Vélodrome, 2 buts à zéro. On a pas mal de choses à voir ensemble, à débriefer sur la rencontre, même sur des sujets inhérents à cette rencontre-là, et puis aussi une projection sur ce mois de septembre qui s'annonce quand même particulièrement chargé pour l'OGC Nice avec notamment le démarrage de la Coupe d'Europe. Mes chers compagnons du soir, déjà j'ai le plaisir bien d'accueillir Sky, un revenant dans l'émission qui fait sa rentrée dans le Club Pantio également. On peut parler d'une rentrée aussi OGC Nice pour toi, Sky. Ouais, salut Pancho, salut tout le monde. Merci pour l'invitation et merci pour le choix de match pourri pour mon retour, très clairement. Je ne te remercie pas, hein, mais bon, écoute, c'est toujours du bien de parler du gym, j'imagine. Également un retour, il s'agit de celui de Tony, qui est sur une belle journée aujourd'hui, puisque défaite de l'OGC Nice hier et puis défaite cet après-midi en tant que coach. Comment ça va, Tony? Ah, ça va, on est dans la continuité, hein, c'est important, c'est important. Je suis content d'être là et de parler du gym, même si effectivement il y a matière à débattre plus ou moins négativement. Alors effectivement, le score, vous le connaissez si vous écoutez ou vous regardez ce numéro. Le gym a perdu 2 à zéro avec le premier buteur, Neil Maupay, le deuxième buteur, Luis Enrique. Bon, cette rencontre, les gars, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Tony, en off, tu parlais de frustration. Est-ce que c'est vraiment le mot qui t'anime encore à J+1 de la rencontre? Ouais, ouais, évidemment, je parle de frustration parce qu'on avait, elle était prenable cette équipe de Marseille, elle était prenable. Sur en plus un anniversaire de leur club, etc. Ça aurait été beau de réussir à gâcher la fête, d'autant qu'il y avait, enfin, il y a eu les occasions pour en revenir dessus. On a eu ce qu'il fallait pour, en tout cas, au moins prendre un point. Mais ça n'a pas été le cas, donc il y a de la frustration. Après, évidemment, on va tirer le positif aussi d'avoir dominé cette équipe marseillaise qui était quand même assez en forme, même si à domicile, ils ont souvent du mal. Donc voilà, ça reste à creuser dans ce qu'on a fait de bien. Il y a des choses positives, mais c'est la frustration qui domine par rapport à cette feuille de match où on a vraiment les occasions et qu'on ne les met pas. Frustration pour Tony, Sky. Toi, le lendemain de cette défaite, quel est le mot que tu retiens qui incarne un peu ta façon de penser? En résignation, on avait encore tous les moyens de taper Marseille, comme l'a dit Tony, un Marseille extrêmement faible. On a su se procurer plein d'occasions et on fait trois poteaux et un but vide manqué. Au bout d'un moment, le match, tu l'as perdu tout seul comme un grand. Qu'est-ce que tu veux encore dire là-dessus? Je veux dire, on va revenir, hein, il y a plein de choses positives à dire sur le contenu, sur ce qu'on voit du gym de Francaise depuis le début de la saison, malgré tout. Mais si on doit vraiment se concentrer sur le match en lui-même, bah, il a perdu tout seul. Francaise l'a très bien résumé en disant on a manqué d'efficacité dans les deux surfaces, contrairement à Marseille. Donc voilà. Mais résigné pourquoi combien de fois on a tenu les mêmes propos avec ce club ces dernières années, quel que soit l'entraîneur, les joueurs, le scénario du match, on a l'impression que c'est souvent ça quand même au final qu'on retient. Donc bon, voilà, ça n'est pas prêt de changer malheureusement. Et j'espère me tromper quand même. Mais Alors, on va prendre les choses chronologiquement. De cette rencontre, il y avait pas mal d'absents des deux côtés, mais on va dire principalement côté niçois. Un retour dans le 11, celui de Jérémy Boga qui avait fait une très belle rentrée du côté d'Angers. Et puis, Rosario titulaire dans ce double pivot avec Ndombele à la faveur des absences, notamment de Morgan Sanson et d'Hichem Boudaoui. Et le dernier choix fait par Franquet, c'est celui de la titularisation de Mohamed Abdelmenem à la place d'Antoine Mendy dans cette défense à 3. Est-ce que, au vu des formes en présence, Tony, la composition, elle est plutôt logique ou tu aurais vu peut-être autre chose? Non, 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 bah, évidemment, a posteriori, c'est toujours plus simple de faire le débrief, mais non, évidemment que bon, je suis toujours un peu déçu. C'est pas que sur ce match, je veux pas avoir un peu plus Mendy, parce que je pense que c'est quelqu'un dans la défense à 3 qui pourrait correspondre à ce dont on a besoin. Après, on a une recrue, il faut voir ce qu'elle vaut. Il a pas été bon, on y reviendra sûrement, mais affaire à suivre. Après, sur le reste, voilà, je j'ai pas l'info de savoir quand est-ce que Sanson revient et c'est bien dommage parce qu'il manque, je pense, un vrai milieu de terrain à côté d'Ndombele qui a été excellent.
Donc voilà, après c'est sûr que vu les forces en présence, c'est une compo plus ou moins type, avec Guessant devant, il y a pas grand-chose, d'autre à rajouter. Il a fait avec ce qu'il avait. C'est du Francaise en 3-4-3, c'est du Francaise. Sky, ce système de jeu-là, on commence à le connaître et à l'appréhender de semaine en semaine. Nice sortait quand même d'une belle victoire du côté d'Angers 15 jours auparavant. Là, le bilan, finalement, c'est 4 matchs, 2 défaites, un match nul et une victoire. 4 points, on se le disait avant le début de l'émission. Bon, on va rentrer un peu plus dans l'analyse de la rencontre, mais déjà, comptablement, enfin, comment tu situes le club, là, finalement, sur ce début de championnat? Bon, démarrage d'un nouveau projet, d'une nouvelle idéologie. On a vu quand même pas mal de commentaires sur les réseaux assez comment dire, positifs malgré la défaite. Est-ce que tu te situes un peu dans cet ordre-là? Oui, je pense qu'en plus, c'est pas sur le match de Marseille. Alors, des regrets, tu peux en avoir par rapport à ce qu'on disait, la vérité dans les deux surfaces, le nombre d'occasions que tu as. Comptablement, est-ce que c'est une défaite à Marseille qui te fait, qui flingue vraiment ton total de points après 4 matchs? Je suis pas sûr. Ça nous flingue en tant que supporter niçois dans notre ego, dans la rivalité. Mais en vrai, les regrets, tu les as essentiellement sur les deux premiers matchs où tu prends qu'un seul point. Aujourd'hui, tu aurais 7 points, sans même parler de 9, ce qui serait globalement assez logique. Ça te ferait chier d'avoir perdu à Marseille, mais tu aurais 7 points en 4 matchs, tu serais toujours bien calé dans le train européen qui va être ton objectif de fin de saison. Alors bien sûr, après 4 matchs, moi je peux même pas parler de retard, vraiment, tu as largement le temps d'inverser la tendance. C'est vrai que le déficit de points, vaut mieux ne pas l'avoir dès le début et être... Mais bon, non, non, moi, c'est pas un regret sur Marseille. Bien sûr que plus les matchs vont se poursuivre et en plus, le calendrier là pour le mois de septembre n'est pas non plus peut-être l'idéal pour reprendre confiance. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, surtout que, et je pense qu'on va parler de ça. Moi, dans le contenu, j'ai vu des choses intéressantes sur lesquelles capitaliser pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Je pense que ça ne peut aller qu'en s'améliorant. On n'est pas dans la situation de l'an dernier où on était comptablement bien plus en avance forcément, mais où tu sentais qu'au moindre grain de sable, le château de cartes, voilà, et autres métaphores d'écroulement qu'on pourrait trouver. Là, tu te dis, on voit où on veut en venir, on voit qu'il y a du football. Je pense qu'on a même pris du plaisir par moment dans ce match face à Marseille sur certaines actions collectives, beaucoup moins à la finition, mais dans la construction déjà. Essayons d'être positifs là-dessus. Après, bien sûr qu'on serait davantage satisfait avec 7 ou 9 points qu'avec 4. Maintenant, Hmm. voilà, la saison est encore longue. Je préfère me dire que on a matière à être optimiste plutôt que de serrer les fesses à chaque rencontre. Ouais, parce qu'effectivement, cette rencontre ouais, assez frustrante dans le contenu, on l'a dit, avec eh bien, une rencontre où l'OGC Nice s'est procuré plusieurs occasions franches. Il y a eu bien sûr ce poteau de Melvin Barr, il y a également ce poteau de Pablo Rosario après le coup franc de Boga. Il y a cette action aussi litigieuse sur Ali Abdi en seconde, et puis des situations aussi mal exploitées. Tony en a senti un OGC Nice un point à mi-temps un peu avec le frein à main. Et puis finalement, alors que les occasions franches sont passées, sur une situation anodine, finalement, un centre contré, Mopé qui se trouve derrière Youssouf. Youssouf plus absorbé par le joueur que par le ballon à ce moment-là, délaisse totalement le marquage et ça fait 1-0 à la mi-temps. Dans le contenu, c'est assez dur finalement de ressortir à la mi-temps avec cet écart d'un but. Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que, bon, effectivement, on fait pas une grande première mi-temps, mais il y a quelques mouvements intéressants. Mais oui, c'est ce but en fait qui est frustrant. On parlait d'efficacité dans les deux surfaces. Là, clairement, même si Youssouf avait, semble-t-il, bien commencé le match, là, je l'ai trouvé, je trouve que c'est une erreur quand même grossière. C'est une erreur que je vois sur les terrains le dimanche en Île-de-France. Mais voilà, après, ça va ressortir les débats sur si Youssouf il est plutôt 6 au final. Je pense que là, c'est quand même une grosse erreur et on se fait punir sur. Bon, Mopé, il doit jamais prendre ce ballon de la tête à cet endroit-là, comme ça. Donc, c'est frustrant, mais c'est la vérité du haut niveau. Et voilà, bah, Mopé, il était là, il a mis sa tête, il a célébré. Et Marseille mène 1-0 et c'est frustrant. Mais voilà, après, la deuxième mi-temps reste quand même plus de motifs après de satisfaction. On s'est peut-être libéré en étant mené. Donc, voilà. C'était frustrant, c'est sûr, à la mi-temps, mais c'est comme ça.
Sur le but encaissé, Sky, on voit donc Youssouf assez laxiste. Euh, pour toi, qui est vraiment fautif sur cette action? Parce que Franquès parle d'un manque de communication entre Boulka et Youssouf. Et c'est vrai que quand même, à regarder le but, tu te dis qu'avec la carcasse de Boulka et du long de ses 2 mètres, sur un ballon en cloche comme ça qui est quasiment dans ses 6 mètres, encore une fois, j'ai l'impression de répéter certaines situations depuis le début de saison, mais est-ce que c'était pas à lui finalement à intervenir? Je pense qu'effectivement, il y a un manque de. Est-ce que c'est un manque de communication, un manque d'automatisme dans cette défense? C'est sûr, quand tu passes d'une charnière à deux, Dante Todibo avec Bulka derrière, on sait qu'il nous a donné satisfaction, notamment de défenseurs centraux depuis plusieurs saisons. Bulka, il est un peu arrivé en pantoufle, au-delà de son talent évident, mais voilà, dans quelque chose qui tournait. Là, aujourd'hui, ça se retrouve à être un peu le plus expérimenté si on prend sur l'action des trois, hein, avec Youssouf et Abdelmomen devant lui, en tout cas dans cette d'ancienneté dans cette équipe en tant de nombre de matchs joués. Du coup, quelle est la consigne après de Franquès dans ce genre de situation? Est-ce qu'on est sur du duel de la défense en zone? Est-ce que Youssouf doit jouer le ballon plutôt que le joueur? Évidemment que oui. Est-ce que Abdelmomen derrière, qui finalement ne couvre aucun joueur ni vraiment une zone, ne peut pas aussi aller un peu plus au marquage? Peut-être. Après, moi j'ai du mal à incriminer l'un ou l'autre. Peut-être un peu plus Youssouf, parce que bon, ça demande pas une consigne, juste tu vas jouer ton duel en fait. Mais tu sais pas à la fois qu'est-ce qui est travaillé à l'entraînement et ce qui est travaillé dans cette nouvelle défense. On est sur un nouveau schéma avec au moins 2 joueurs sur 3 qui sont nouveaux. Bulka, on en parlera peut-être après, fait pas non plus un début de saison exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, mais il te rapporte quasiment pas de points. Après, peut-être il y a une action qui m'échappe, mais globalement, c'est pas le Bulka super décisif qu'on a eu l'an dernier jusque-là. Voilà, moi je pense que c'est un peu plus symptomatique le fait qu'à c'est un secteur de jeu où il y a eu beaucoup de changements, après beaucoup de stabilité et de performance dans notre équipe. Donc il faut accepter de toute façon que quand tu prends des nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, certains comme Youssouf, est-ce que c'est vraiment son poste? Enfin, beaucoup d'incertitudes qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc forcément, il y a des micro-occasions comme ça où tu vas pas avoir la même sérénité que si tu roules avec des spécialistes du poste qui se connaissent par cœur. Tony, est-ce que c'est justement une période de rodage qui est logique au vu du changement de mentalité et d'approche tactique? Ou est-ce que pour toi, il y a un problème qui est un peu plus profond dans la défense de l'OGC Nice? Non, moi je suis plutôt d'accord avec Sky, parce que effectivement, il faut savoir, en fait, il faut se trouver des automatismes. Quand on est défenseur, on entend souvent, il faut conserver la charnière, il faut conserver une charnière, que ce soit en équipe de France par exemple, c'est des débats qui reviennent souvent. Je pense que c'est important qu'effectivement ces joueurs-là aient des repères. Mais pour en revenir quand même à Boulka sur cette action-là, j'avais lu sur Twitter quelqu'un qui disait, faut ouvrir le dossier Boulka, l'année dernière il serait sorti, il aurait pris la balle. Et c'est vrai que je rejoins, pas sur le fait d'ouvrir forcément le dossier Boulka, parce que on lui doit quand même pas mal de choses sur l'année dernière, et que effectivement, comme dit Sky, on ne peut pas non plus lui reprocher, voilà, il n'a pas fait d'énormes folies. Mais là, effectivement, pour moi, il peut. Et c'est vrai que l'année dernière, il nous a souvent fait du bien sur ses sorties. Il fait 2 mètres. Donc, non, non, pour moi, il aurait sûrement dû sortir. Et j'ai la sensation que, ouais, Youssouf, il joue pas le ballon, mais presque comme s'il laissait passer, presque volontairement. Est-ce qu'il s'est dit derrière ça sort? Est-ce qu'il s'est dit il n'y a personne? Est-ce que peut-être Mopé lui a dit laisse, j'ai pas revu l'action. Enfin, après, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, dans l'idée, j'ai presque la sensation qu'il laisse sciemment passer la balle. Donc après, effectivement, un manque de repères, c'est sûr. Le central droit, que je prononce très mal, donc je ne me lance pas, mais il est arrivé il y a quoi? Il y a une semaine. Voilà, ils n'ont pas beaucoup travaillé ensemble. D'où mon regret peut-être de ne pas avoir vu un Mendy là-dessus. Mais après, encore une fois, voilà, je pense que Youssouf est responsable. Boulka aurait pu faire mieux. Et puis après, ils vont trouver leur repère. Et on en reparle dans un mois s'ils enchaînent les bévues et les mésententes. Mais bon, c'est sûr qu'il faut trouver de la stabilité. Il faut qu'ils répètent cette défense centrale peut-être 5 6 fois pour qu'on voit ce qu'elle vaut réellement. Mais alors, sans rentrer dans le sensationnalisme et extrapoler vraiment le débat, mais est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment un dossier Bouka? Sans remettre en cause vraiment ce qui a été fait l'année dernière, la saison dernière, mais honnêtement, depuis le début de saison, c'est censé, malgré son jeune âge, être un cadre. Certes, il n'a plus JC Todibo devant lui, je suis d'accord, mais sur les buts encaissés lorsque tu les prends
tous bout à bout. Le Auxerre, il est fautif comme la défense centrale. Il sort pas. Celui de Toulouse, alors c'est peut-être moins évident, mais je le trouve quand même un peu sur la tangente aussi parce que le centre est dans sa zone. Là, Marseille, c'est dans sa zone aussi. Et le but à Angers, c'est un penalty. Voilà, voilà. Alors quand je dis ça, bien sûr, c'est pour vous permettre de réagir. Mais quelque part, moi, ça me gêne de voir un gardien qui est censé être un cadre, qui est censé incarner aussi un nouveau projet, hein, celui de l'OGC Nice, celui de Francaise, etc., qui en plus est en litige par rapport à une prolongation. Alors voilà, on ne sait pas exactement si ça peut jouer ou pas. Mais Sky, est-ce que c'est être fou de penser que ça peut impacter aussi ses performances sur le terrain? Ce qui est marrant, c'est qu'on a fait les mêmes mouvements de tête avec toi, Tony, tout en notre explication. Ouais. Donc je pense qu'on a un peu le même avis. Non, il y a pas de dossier Bulka. Je pense qu'effectivement, il est moins décisif que l'année dernière où il a été décisif à un point où qu'on devrait même pas demander à un jeune gardien, voire même pas à un gardien tout court. Il a vraiment été vraiment au-dessus du lot. Donc forcément, là, le différentiel, il est impressionnant. Non, bon, j'ai pas la mémoire de tous les buts exactement. J'ai pas décortiqué avec la palette 3D chaque action depuis le début de la saison, mais il est pas vraiment fautif. Tu peux pas lui imputer individuellement, je pense, aucun de ses buts. Comme disait Tony tout à l'heure, est-ce qu'il peut mieux faire en sortant sur certaines actions? Peut-être. Moi, j'insiste vraiment sur le fait, quelle est la consigne pour la défense? Est-ce que la consigne, c'est pas à Bulka de dire tu es très fort sur ta ligne, j'ai besoin de toi sur la ligne, et il y a 3 défenseurs centraux, c'est à eux de faire le ménage dans la surface. J'en sais rien, hein, c'est Bah, juste... après, je me dis quand même. moi, je pense ça comme ça, parce qu'on a trop peu de recul Ah, pour savoir vraiment je suis d'accord, mais ce qu'est la consigne pour cette défense qui a changé déjà 3 fois depuis le début de la saison en plus. Donc après, voilà, après, oui, peut-être plus du bon sens sur le fait que dans tes 6 mètres, t'es censé être souverain, quoi. Enfin, c'est quelque chose de basique à mes yeux, mais. Souviens-toi, on a souvent eu ce débat, notamment avec Walter Benitez aussi, hein, il y a quelques saisons, où on disait pareil, il est grand, il est costaud, pourquoi il sort pas plus que ça? Et c'était déjà des consignes à l'époque. Alors après, tu as le droit de prendre des initiatives en tant que joueur, et quand tu fais 2 mètres et 90 kilos de muscles, oui, tu peux faire le ménage. Mais après, sur l'action, Bulka, il a quand même 2 défenseurs centraux, enfin 2 de ses coéquipiers dans les 6 mètres. Donc voilà, c'est peut-être aussi à eux, et notamment à Youssouf, d'aller jouer au duel. Donc voilà, est-ce que il y a une moins bonne forme qui peut arriver cycliquement, surtout avec un jeune joueur? Est-ce que sa prolongation le travaille également? Est-ce que c'est une consigne? Hmm. On ne sait pas, mais ça fait 4 matchs. Pour moi, il n'y a aucune erreur particulière. Il est juste moins décisif que l'année dernière. En même temps, l'année dernière, il était, je pense, énormément. Donc, sans parler de sur-régime, je suis pas sûr que ce soit une normalité avec lequel, enfin, que ce soit le nouveau standard, quoi. Moi, c'est ce qu'on espère de lui, parce qu'une fois que tu as goûté un gardien infranchissable, tu n'as plus envie. Mais bon, ça reste un être humain. Et là, je trouve que sur toutes les occasions, c'est plus des errances collectives qu'individuelles, réellement. Si je peux rebondir, juste je regardais pendant ce temps-là, parce que c'est vrai qu'il y a l'impression visuelle effectivement et on a tous cette impression-là et j'ai regardé alors évidemment ce sont les stats SofaScore donc c'est pas forcément, la pointe de la technologie. But évité, Boulka il est 3e de Ligue 1 avec déjà 1,29 buts évités. Alors, moi ça me saute pas forcément aux yeux non Ouais. plus, mais il est devant Rouly par exemple. Qui fait soi-disant top début de saison, exceptionnel. Donc, en tout cas, sur le plan statistique, il est bien. Après, effectivement, la chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que Boulka figure entre guillemets du projet niçois. Autant j'adore Boulka, autant pour moi, tant qu'il n'a pas prolongé, c'est pas figure du projet niçois du tout. Une fois qu'il aura prolongé, on en discute. Pour l'instant, c'est, je ne vais pas dire mercenaire, parce que là, ce serait très dur, mais entre guillemets, c'est un joueur on est en attente de savoir ce qu'il veut réellement. Et pour moi, ça joue beaucoup. Euh, Ça joue beaucoup. Tant qu'on n'est pas inclus dans un projet au long terme, on n'est pas à 100%. Donc après, voilà, statistiquement, en tout cas, il n'y a pas de dossier Vulca. Après, c'est sûr, c'est tellement habitué à des parades. Presque envie de dire, quand tu as dit le but sur penalty, bah oui, c'est honteux que Vulca il Non, encaisse un non, non, penalty. non, non, je Non, suis mais pas Non, mais allé, on a tout- je suis pas je allé sais que tu n'as pas jusque-là. dit ça. Je sais que tu n'as pas dit Mais ça, mais on a presque envie de se dire ça. Quand on Ouais. voit un penalty, on se dit, inc- c'est pas possible. Pars du bon côté, inconsciemment, ouvre tu la y porte. penses. Tu vois. Voilà, Non, mais mais après, j'entends et le temps nous dira si effectivement l'année dernière il a vraiment surperformé ou pas.
Mais moi, je considère quand même qu'un joueur qui est dans une période un peu de négociation, et si les chiffres sortis sont les bons, à savoir l'un des plus gros salaires du club, bah, c'est réellement le salaire qui est demandé, bah, voilà. Ok, les stats vont à l'encontre de ce que je peux penser, mais je trouve vraiment que son début de saison, pour le coup, n'est pas dans ses standards de l'année dernière. Très franchement. Parenthèse, Bulka refermée. Ouais, vas-y, Sky. Je suis désolé de pirater le programme de l'émission, hein, mais moi, je voudrais juste évoquer autre chose sur le cas Marcin Bulka. Je crois que pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, vous savez que je crois beaucoup à la question de la mentale, de la motivation et de la concurrence dans la performance des joueurs. Euh, alors, j'ai rien contre Maxime Dupé, déjà parce qu'on l'a pas vu, pour ainsi dire, mais je suis toujours pas très clair de ce que c'est le rôle de Maxime Dupé à l'OGC Nice. Est-ce qu'on va le voir en coupe enfin, vu que depuis qu'il est arrivé, au final, ça a été assez anonyme, mais Bulka, il avait quelque chose à prouver l'année dernière, bien s'installer, confirmer. On lui avait mis n'importe quel gardien dans les pattes aussi à la base, en tout cas au niveau médiatique, parce que bon, c'était autre chose après au niveau de la condition physique, mais voilà. Il devait se prouver quelque chose aussi, je pense, sur être titulaire dans une équipe qui joue les places européennes, tout ça et tout machin. Là, aujourd'hui, il y a la question de son avenir, je pense qu'il lui trotte en tête par rapport à sa prolongation de contrat, mais il y a aussi la question de son statut à l'OGC Nice. La place de titulaire, aujourd'hui, elle est assurée parce que le public lui voue un culte, il n'a pas réellement de concurrence, le club est prêt à miser très très cher en termes de salaire sur lui si les chiffres dont vous parliez tout à l'heure sont vrais. Donc, sans dire que c'est conscient et qu'il ait les doigts dans le slip, c'est absolument pas ce que je dis, parce que je pense que c'est un immense professionnel. Mais en fait, pour moi, il y a toujours une part d'inconscient où si tu sens pas le souffle de ton concurrent sur la nuque, bah, tu vois, tu vis un peu plus chill, et vivre un peu plus chill quand tu es au haut niveau, bah, ça peut se jouer marginalement des petites pertes de performance, et ça se concrétise sur des micro-actions comme ça. Après, voilà, ça c'est ma vision de supporter de canapé et tout machin, hein, mais moi je pense qu'en fait, Bulka, plus que la question de sa performance physique, c'est, tu le disais, figure du projet ou pas, comme quand on parlait Tony également, et aussi aujourd'hui, c'est quoi le driver enfin, qu'est-ce qui drive sa motivation à Marcin en fait. Donc, est-ce que jouer une Coupe d'Europe là, alors qu'il était titulaire sous Favre 2 avec déjà à l'époque il en a joué une, est-ce qu'il aspire pas à mieux? Voilà, moi c'est un peu ça ajoute au brouillard global. On y reviendra dessus, mais c'est vrai que, bon, voilà, à t'écouter, je pense à une chose, être numéro un dans la sélection nationale polonaise, parce que c'est ce qu'il est prédestiné à être aussi. Maintenant, effectivement, à voir. On va rester dans le secteur défensif après le sujet Bulka. Alors déjà, Dante remplacé. Bon, carton jaune à ce moment-là de la rencontre. Melvin Barr qui passe défenseur droit axe gauche. Rentrée d'Ali Abdi. Bref, un concours de circonstances qui a fait qu'on a vu un couloir gauche plus animé, plus offensif, et qui aurait pu être décisif si Evan Guessant avait pu mettre son pied, tout simplement. Mais globalement, est-ce que ce move-là qu'on a eu, ce replacement de Melvin Barr, cette rentrée d'Ali Abdi, c'est pas quelque chose qui a amené à supposément être beaucoup plus présent sur les prochaines semaines, au péril du capitaine de l'OGC Nice? Tony, si Euh, tu veux y aller. je vais y aller, je vais me lancer. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qu'on verra hyper souvent non plus, parce que je pense que les deux sont en concurrence pour être sur le poste de latéral gauche. En revanche, par rapport plus à la sortie de Dante, on en parlait en off avant, moi je pense que c'est quelque chose qui pourrait être amené à se reproduire, et on en parlait peut-être même à sortir même du 11, même si ça peut être dur. Moi je pense tout simplement que central gauche dans un 3-4-3, Dante, c'est pas possible. C'est pas possible pourquoi? Parce qu'il n'a pas aujourd'hui ses jambes d'antan, et on a besoin d'avoir un défenseur central gauche, pour moi dynamique, qui va suivre au pressing le latéral qui sort très haut. Quand on joue à 3 derrière, il faut vraiment que le central de côté coulisse très fort pour suivre le pressing lancé par son latéral. Dante, il est capable de le faire. Je ne dis pas qu'il n'en est pas capable, mais face à des joueurs très rapides qui vont faire des appels contre appels, qui vont prendre son dos, ça va bouger, il ne va pas être hyper à l'aise. Alors autant j'adore Dante, pour avoir deux maillots floqués Dante, vraiment j'adore Dante, c'est une légende.
et j'ai rien du tout à lui reprocher, mais il faut aussi jouer avec son âge, jouer avec ses qualités. Et pour moi, aujourd'hui, Dante, si on veut l'avoir sur le terrain, c'est en central, en relanceur, en couverture, plus tranquille, plus protégé. C'est ce que tu disais, Pancho, notamment. Le central, au milieu, il est plus protégé, il a moins à coulisser, il est moins dans le duel, il est plus premier relanceur. Et ça correspond parfaitement à Dante. La seule raison pour laquelle je m'explique que Dante joue à gauche, c'est que c'est le seul gaucher des charnières centrales, si je ne me trompe pas, puisqu'on a vendu notre Italien qui était censé le remplacer, Mattia Vitti. Mais non, en fait, c'est la seule raison pour laquelle je vois Franck Hez, qui aime qu'on ait un angle de passe pied gauche sur le central gauche. C'est la seule raison pour laquelle je m'explique que Dante ait encore cette position-là. Donc voilà, affaire à suivre. Légende du club, je suis d'accord, mais il faut qu'on arrive à trouver sa position pour qu'il puisse avoir du temps de jeu parce qu'il est influent, il est bon au duel, il est très bon dans l'anticipation, il y a plein de choses positives. Mais tactiquement, dans le 3-4-3, pour monter au pressing, on va presser hyper haut. Il y a beaucoup de place dans le dos. C'est pas idéal. Et en même temps, avant de te donner la parole, Sky, est-ce que c'est pas une bonne chose qu'ils sortent pour éviter de compenser en attendant et ne pas pouvoir rivaliser en vitesse? Tu vois, parce que je trouve qu'il est bon des fois quand il sort en stopper assez loin de son but. Il le fait de temps en temps. Bah, il le fait parfaitement, mais il le fait 2, 3, 4, 5 fois. Mais il y a plein de moments où il est un petit peu en retard. Et derrière, quand ça touche un joueur qui est face au jeu et qu'on peut chercher ensuite dans le dos, il doit se retourner et couvrir 40 mètres. Et bon, bah, c'est normal. C'est normal. Couvrir 40 mètres, c'est. Voilà. Sky qui adore Bodmer, c'était pareil. S'il sortait trop haut, c'était cuit. Donc non, après, il faut jouer avec ses qualités. Bodmer était central d'ailleurs, par moment. Donc. Il faut réussir à trouver vraiment, je pense, cette idée-là. Évidemment que Dante, c'est un top défenseur. Il est capable de sortir à 40 mètres de son but et d'aller dans les pieds de l'attaquant récupérer le ballon. Ça, je ne remets pas du tout ça en doute. Mais face à des bons joueurs, on a vu qu'il y a quand même de la mobilité en face là à Marseille. Ça a pu poser des problématiques. Sky Sur le Torso. deuxième but, hein. Si je dis pas de bêtises, de toute façon, deuxième but, c'est sa première perte de balle. Bon, Hmm. après, il y a celle de Klose qui est peut-être plus dommageable plus directement, mais bon, ça part aussi d'une perte de balle de Dante qui est assez loin de ses buts sur le côté, si je dis pas de bêtises, en plus encore à ce moment-là. Et on voit bien que bah, après, le retour, il va pas faire un retour à la Todibo à 35 km/h en sprint, quoi. Donc voilà. Et juste, tu disais, Melvin Barr coulisse dans l'axe, du coup, enfin dans l'axe, à gauche de la défense à 3 du coup, au moment de. Hmm. Voilà. Alors, pour rebondir sur ce que disait Tony, c'est pas pour enlever une quelconque qualité à l'entrée de Abdi, hein, du coup, mais pour compléter ses propos, où il disait que du coup, quand tu étais à latéral gauche, que tu voulais être un peu offensif, tu avais intérêt à avoir quelqu'un derrière qui suivait et qui pouvait aller au pressing et boucher un peu ton couloir ou compenser ça. Je fais un peu plus confiance à Melvin Barr qu'à Dante, en l'occurrence. Alors, défensivement, globalement, je ferais plus confiance à Dante, mais dans ce rôle-là très précis, si tu as Ali Abdi qui fonce, qui va faire un centre dans les 20 mètres marseillais, je suis un peu plus rassuré si c'est Melvin Barr derrière pour assurer le contre que si c'est Dante, quoi. Mais voilà, vraiment dans cette position de défense à 3. Pour revenir sur ta question, sur la question de sa sortie, c'est choquant, entre guillemets, statistiquement. C'est arrivé 4 fois depuis qu'il est là, bien sûr. Le carton jaune a peut-être un peu joué, mais il a déjà fini des matchs avec un jaune orangé sans souci jusque-là. Je pense aussi qu'il faut qu'on s'habitue à ça petit à petit, puisqu'on a quand même recruté en défense. Peut-être pas assez bien, tout ça. Et il reste le numéro un largement dans la hiérarchie sans se poser de questions. Mais il y a du monde, il va y avoir de plus en plus de matchs. On sait, on le dit tous les ans, même si le temps n'a pas l'air d'avoir d'effet sur lui, il a encore pris un an. Donc bon, si c'est pas maintenant que tu t'amuses à lui enlever par-ci par-là 20 minutes, 20 minutes de jeu, tu le fais jamais. Et en fait, tu prenais pas la peine de recruter, tu prends pas la peine de faire jouer tes jeunes et plein de choses comme ça. Donc moi, je pense que c'est une suite logique dans son rôle dans le groupe. Ça n'empêchera pas d'être le capitaine et d'être le défenseur avec le plus de temps de jeu, je pense, à la fin de la saison. En tout cas, on le souhaite, c'est-à-dire qu'il aura été performant et apte à jouer. Mais il jouera peut-être pas 50 matchs, 90 minutes. Et ça sera peut-être la nouveauté sur ces dernières années. Mais à la fois, ça me semble pas pour l'instant, en tout cas, être symptomatique d'une remise en question sportive, du statut, de son niveau, quoi que ce soit. C'est une gestion de l'effectif qui, même je pense, on aurait d'ailleurs dû peut-être appliquer dans des précédentes saisons. Peut-être que Mattia Vitti aura une carrière aujourd'hui s'il a eu un peu plus de temps de jeu à 10. Mais voilà. En tout cas, je pense que ça fait partie d'une gestion de l'effectif
intelligente de la part de Francaise. Si je peux juste rebondir parce que c'est intéressant tactiquement, mais Bard, effectivement, il le ferait très bien, mais en fait, on se priverait un petit peu. Alors, à voir ce que donnera Abdi. Ça se trouve, Abdi, c'est un top piston, et évidemment, la question se poserait de pourquoi pas avoir les deux en même temps sur le terrain et Bard qui apporte à ce poste-là. Mais on se prive quand même d'un Bard qui est quand même excellent depuis maintenant plusieurs mois. Il Euh, prêche un convaincu, hein, Melvin, numéro non, 1 bien à sûr, gauche et mais et voilà, dans mon après, cœur, on se ça, il n'y a pas de priverait problème. peut-être Hein. de ça, alors que j'ai la sensation qu'on a recruté Bombito. Je pense qu'on l'a recruté en se disant il peut remplacer Todibo. Ça a l'air d'être quand même quelqu'un qui va très très vite. Il pourrait très bien remplir ce rôle-là. Et même Mendy pourrait remplir ce rôle-là. Donc on a des options. Après, voilà, Bard le ferait très bien, j'en doute pas. Mais est-ce qu'on se priverait pas quand même d'un Melvin Bard qui est, allez, je me lance, un des meilleurs à son poste en Ligue 1? Absolument. Oui, mais un des meilleurs à son poste en tant que latéral gauche. C'est vrai. Voilà, donc je suis totalement d'accord avec vous sur le constat et sur Melvin Barr. Voilà, une grande saison l'année dernière, l'un des meilleurs, c'est incontestable. Mais dans le dispositif là, moi je me rappelle surtout que à Lens, il avait Facundo Medina. Il avait quand même ce gaucher là. Et on voit que Dante c'est quand même un peu compliqué, hein, vous l'avez très justement dit. Donc bon, moi j'ai quand même l'impression que dans la mesure où si Abdi arrive à être performant dans ses entrées et arrive peut-être même à gratter un peu plus de temps de jeu, on aura l'occasion, je pense, de voir un peu plus Barre parce que on sait que Barre c'est meilleur défensivement qu'offensivement. Je pense. Alors, on a vu qu'il s'adaptait facilement. Peut-être qu'il deviendra redoutable aussi. C'est vrai qu'il met une reprise qui est à deux doigts de rentrer sur le match. Mais ouais, je sais pas. Est-ce que ça va pas dépendre aussi de la concurrence finalement? Parce que Abdi il joue quoi? Il joue 25-30 minutes. Vous l'avez trouvé comment les gars sur ses premiers pas en rouge et noir? Vas-y, Sky, je t'en prie. C'est intéressant, mais trop peu peut-être pour se faire un avis. Mais en tout cas, il se projetait bien de l'avant. Après, je pense que Marseille avait un peu, sans dire arrêté de jouer, mais courait forcément moins après le résultat aussi dans les dernières minutes. Donc ça a laissé peut-être un peu plus de champ libre pour lui et, euh, et le reste de l'équipe à faire le jeu. Moi, comme n'importe quel joueur qui arrive à Nice, j'attends de voir et j'espère qu'une seule chose, c'est qu'il va se révéler, casser la baraque chez nous. Après, moi, ce que j'entends sur Melvin Barr, de dire il est plutôt latéral, il est plutôt défenseur, offensivement, c'est compliqué tout ça. Je trouve que match après match, il prouve que on n'est même plus sur de l'adaptation, mais qu'il est capable de remplir un peu tous les rôles dans son couloir. Alors bien sûr, il peut toujours y avoir meilleur. D'un côté, moi, je n'ai pas de favoritisme pour l'un ou pour l'autre, c'est l'intérêt supérieur de l'équipe qui prime. Donc si Abdi se révèle être un meilleur joueur, tant mieux. Hein. Moi, c'est vraiment tout le mal que je souhaite à tout le monde et à tous les supporters du gym. Et bon, Melvin Barr, on sait aussi que je vais faire le conspirationniste 2 minutes. Hein. Bon, on sait aussi qu'a priori, tout le monde cherche absolument à le remplacer. Il y a une époque, c'était Joe Bryan. Vous voyez, il est meilleur. Il a mis un but en Europa League. Puis après, il y a eu Amraoui. Vous voyez, il est meilleur offensivement, tout ça. Genre, c'est bon, Joe Bryan et Amraoui, on voit où ils sont aujourd'hui. Melvin Barr, il continue à être meilleur de match en match. Il a la mentalité qu'on aime ici. Il est indestructible. Il fait jamais vraiment un mauvais match. C'est bon, enfin, bien sûr que si Abdi est meilleur, tant mieux, mais enfin, je pense qu'il y a 10 millions de problèmes à régler à l'OGC Nice avant de se poser la question de est-ce que Melvin Barr doit rester dans le 11 ou pas. Ça, après, la concurrence fera son effet, mais tu ferais toute la saison 50 matchs avec Barr en tant que latéral, je pense pas que ce serait le problème dans l'équipe, quoi. Après, Non, non, je suis non, pas mais objectif c'était sur pas. Melvin, tout le monde le sait, mais T'as oublié Romain Perrault. là, bon, alors, n'en parlons même pas de Romain Perrault, hein, mais Non, voilà, non, mon mais micro en tourne, voilà, c'est le malaise. je Vraiment, pense que on aurait adoré c'était pas le et réussir sujet. à Nice, mais il s'est fait bouffer par Melvin aussi, quoi. C'est Roberto Carlos, au final, qui est toujours titulaire. Hein. C'est vrai. Mais en fait, non, Melvin Bard, il reste, et je pense que c'est pas le sujet. La question, c'était plus savoir si on allait lui faire jouer les deux en même temps, tu vois. Et oui. Mais je pense que, bon, au final, Francaise, il prendra la décision. Mais je pense, en tout cas, on a matière avant de faire ça. Effectivement, Melvin Bard, il mérite, en tout cas pour moi, il a gagné le droit de défendre un peu plus sa place sur le couloir gauche. Et juste, alors effectivement, Melvin Bard, c'est peut-être, je mets bien peut-être, un peu plus un latéral. Mais Melvin Bard a eu des débuts très difficiles et il jouait latéral aussi gauche. Donc il s'est révélé dans un. Et là, je fais appel à Farioli. Je pense que voilà, le style de rejouer un peu plus à l'intérieur, ça lui a fait beaucoup de bien.
toucher plus de ballons, un peu plus en sécurité, il pouvait se projeter, c'était plus intéressant pour lui. Après, je pense il a montré qu'il pouvait s'adapter et je pense qu'il faut l'installer à gauche, pour l'instant. On reparle dans 3 mois si la défense elle est perméable et qu'on est en catastrophe de ce qu'on peut faire. Et Abdi, on l'a vu effectivement 15-20 minutes, je l'ai trouvé effectivement, moi je vais dire quelconque parce qu'en face, c'était dans les 16 mètres. Il s'est projeté, il obtient des situations, il est offensif, tout le monde était très offensif et affaire à suivre. Mais Il obtient un penalty. Ah non, pardon. non, presque, Euh, presque, il In- obtient presque un penalty. Incontestable pour vous cette non. situation d'ailleurs sur Bah cette oui, situation. Oui, oui, oui. ah, évidemment, bah, après, Aussi sans le incontestable qu'il n'y maillot, a hein, pas, sans le maillot, c'est c'est incontestable qu'il y a pas rouge pour Marseille d'ailleurs aussi, hein, pour être aussi. honnête. D'ailleurs, non, oui, oui, c'est incontestable que l'arbitrage a été catastrophique, tout Ouais. simplement. Dans tout le match, hein, j'ai Euh, trouvé ça catastrophique. Et dire qu'il y a la VAR, heureusement qu'il y a la VAR, heureusement. Enfin bon, dernier argument sur Melvin Barr, moi j'ai trouvé son entente et sa complémentarité avec Jérémy Boga sur le match vraiment impressionnante et satisfaisante. Moi je me suis éclaté à ouais, les voir combiner tous les deux, je me suis dit putain ça c'est du foot. C'est pour ça qu'à la base c'est pour ça que je regarde la télé tous les week-ends, Enfin, que je vais au stade normalement c'est pour voir ça. c'était pas mal. Et voilà. On vous recommande d'ailleurs le format proposé par l'OGC Nice, format podcast, où justement Melvin Barr est le dernier invité. Voilà, un format plutôt sympa, un peu plus personnel, qui permet d'en savoir un peu plus sur le joueur. On remonte progressivement la ligne de l'équipe avec le double pivot. Alors, c'était un duo inédit. Voilà, puisque on l'a dit, hein, Boudaoui absent, Sanson absent. C'était donc Dombélé associé à Pablo Rosario. Bon, Ndombélé, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a été l'un des meilleurs sur la pelouse. Melvin Barr, aiglon du match, je crois que j'ai vu ça. Mais alors Ndombélé, les gars, sur son début de saison, on l'attendait pas. Et ça a été même les mots de Florian Maurice. On l'attendait pas à ce niveau aussi haut et aussi rapidement. Et il a confirmé encore hier après-midi. Bah, en fait, je pense que la principale réserve qu'on avait, et d'ailleurs, je crois que dans la conférence de presse où il arrive, il le dit lui-même, c'était retrouver son niveau physique. Donc on pouvait se dire, il va mettre un moment à retrouver son niveau physique, du coup, on va le voir peut-être une demi-heure, 60 minutes, ça va prendre plusieurs mois pour voir s'il va retrouver ne serait-ce que la moitié du niveau qu'il avait à Lyon. Alors, sans comparer au Ndombele de Lyon pour l'instant, là en fait, on a l'impression que physiquement, il est pas tant à la ramasse que ça, donc on se dit, est-ce que bah, il a fini par retrouver très très vite un semblant de niveau, ou est-ce qu'en fait on a un Ndombele qui est qu'à 60-70% physiquement, et dans ce cas-là ça fait peur sur ce qu'on va avoir quand il sera à 100% à l'automne ou cet hiver. Voilà, moi c'est là-dessus, je pense que c'est un joueur avec lequel il va falloir faire gaffe sur sa préparation pour éviter qu'il se pète en vol comme trois quarts des joueurs qu'on a à l'OGC Nice, hein, du coup, de toute façon. Mais là, comme tu dis, c'est très vite très bon, c'est perfectible encore naturellement, mais c'est, je pense, un des meilleurs niçois depuis le début de la saison. En tout cas, il est dans le top 3 et peut-être pas troisième. Mais, euh, mais voilà, c'est heureusement qu'il est là, vu les absents d'ailleurs au milieu de terrain, parce que si en plus de ça il tirait la langue ou qu'il pouvait pas enchaîner les matchs, ce qui serait légitime par rapport à ses errances physiques de ces derniers mois, dernières années, on serait très bien dans la merde quand même. Donc là, il fait plus que nous dépanner, fort heureusement. Tony, ton regard un peu sur le match de Ndombele, l'association avec Rosario aussi. Curieux d'avoir ton ressenti là-dessus. l'association avec Rosario, ça me fait toujours rire. J'avais vraiment pas le choix. Je mets ce que j'ai, C'est- Rosario à côté. Non, On a mais vu un Tom Loucher un peu plus axial sur son entrée. je crois qu'à la base, Tom Louchet a une formation de milieu central. Et après, Il je jouait peux être partout de toute corrigé façon. par les spécialistes des équipes de jeunes du club, genre Bertigno, tout ça sur Twitter. Mais bon, Ndombele, moi je rejoins Sky. En fait, je pense qu'il n'est pas à 100% physiquement encore. Je pense qu'il est à 60-70, effectivement. Et qu'en fait, il joue. Bah déjà, je trouve qu'il remplace un petit peu dans le style Thuram, un petit peu avec le ballon en tout cas. Avec le ballon, sa capacité à avancer avec le ballon, à se frayer un chemin au milieu de terrain. Après, c'est différent sans ballon, on est bien d'accord. Euh, Après, Ndombele, voilà, on ne l'attendait pas à ce niveau et il a fait un super match et c'est tant mieux. Mais enfin, encore une fois, moi je suis inquiet, c'est de voir autant d'absence au milieu de terrain. Bon, effectivement, Boudaoui, encore une fois, bis, repetita, alors que bon, il fait un match quand même cohérent à Angers, même si Angers c'est faible, il fait un match cohérent.
et on avait envie de le voir enchaîner parce que les 2 ensemble, ça avait l'air de il y avait du ballon, il y avait de l'intensité parce que Boudaoui, il couvre pas mal de terrain. Il y avait des choses, prometteuses. Mais, voilà, Ndombélé, effectivement, associé à notre couteau suisse en chef, heu, je pense que Rosario, franchement, je l'aime beaucoup Rosario. J'ai appris à l'aimer, en fait, avec le temps. Il apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Mais voilà, je pense que encore une fois, dans le projet de jeu de Franck Hez, dans 3-4-3 offensif, il faut avoir des milieux. Alors, du volume de jeu, il en a, mais il faut avoir des milieux qui, techniquement, peuvent donner les ballons aux 3 de devant. Je pense que Rosario, il est un peu limité là-dessus. Il a besoin d'un peu de temps pour jouer. C'est quelqu'un qui aime bien être dans le confort pour ressortir. C'est pour ça que derrière, il est un peu plus à l'aise, je trouve. Et du coup, ça, pour moi, c'est il y a d'ailleurs, le double pivot, au final, c'est à analyser séparément. Il y a Rosario d'un côté et Ndombélé de l'autre. Ndombélé qui fait un très bon match et Rosario qui fait un match à la Rosario quelconque et puis bon, bah, avec le malus de son raté, évidemment. Pour moi, il faut qu'on trouve absolument et Sanson, j'espère qu'il revient bientôt. Je ne sais pas si tu as des infos Sanson, par rapport à ça? Sanson, je l'imagine ultra compatible dans ce style de Complètement, jeu-là. complètement Pensant à et Ndombélé, il revient ça, quand ça ou fait pas des, du tout? ça fait des, vraiment d'imaginer les deux associés, quoi. Si tu penses au Sanson de Complètement. la fin d'année dernière et le Ndombélé du début de saison, moi ça me chatouille en dessous, hein, très clairement. Enfin, non mais ça donne envie ça fait football quoi. Moi Je suis ça donne envie de d'accord, voir. Voilà. je suis Et d'accord. Vous Sanson, oui, n'avez je suis d'accord avec toi, Tony. Sans avoir de date précise de retour, le plus vite sera le mieux quoi. En tout cas, Ah, il nous manque du monde. j'espère avant la prochaine trêve internationale en tout cas quoi. Ouais, effectivement. Tu me rappelles qu'il y a une nouvelle trêve internationale, c'est insupportable. C'est c'est Je, vraiment. je le sais pour une excellente raison, c'est qu'ils ont communiqué que Boudaoui ne reviendrait pas avant la trêve internationale. C'est D'accord, c'est ok. juste grâce au prince de Béchar que je sais ça, sinon ça ne Rassurant, m'intéresse OK. rassurant. absolument pas non plus. Alors, on a parlé du milieu de terrain. On va désormais parler on va dire du secteur offensif qui n'a pas été en joie hier après-midi, très clairement. Et notamment un joueur qui a cristallisé un certain nombre de critiques. On aime bien, j'ai l'impression, on aime bien dans la communauté de l'OGC Nice avoir un peu ces têtes de Turcs. Alors, c'est vrai que quelques jours auparavant, on faisait un numéro sur les conclusions hâtives et que quelqu'un s'est amusé à dire que Guessant exploserait le record de Dario sur une saison. Soit, c'était peut-être pas, c'était sans doute osé. Voilà, c'était le principe aussi du numéro. Qui a dit ça? Mais quand même, je veux pas le dire. Je veux pas le dire. Mais c'est peut-être la personne qui anime cette émission. Voilà. Mais, mais, mais Celui qui a dit Francesco Ravioli, c'est la même personne. c'est terrible. C'est terrible de faire ça. Non, non, mais sans blague, efficacité offensive compliquée à trouver sur ce match-là. Pour autant, 3 matchs consécutifs où on marque, on sortait de 4 buts à Angers. Mais est-ce qu'on peut parler de Evan Guessant concrètement? À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un débat surcoté, nul, regarde ses stats, pas bon, etc. Moi, j'ai l'impression de voir un joueur qui progresse, qui a une palette très diverse, qui manque effectivement de réalisme, de finition dans le dernier geste, qui deux fois peut-être en fait un peu trop. Et qui en fait voilà aurait pu, j'ai en tête 2 situations en deuxième mi-temps sur le centre de Abdi, sur le décalage aussi à un moment de Klose où il est tendre en fait sur sa finition. Quel est ton regard un peu Tony sur le secteur offensif de l'OGC Nice sur le match d'hier après-midi et sur voilà, le focus Evan Guessant? Bon, avant de parce que ça va faire beaucoup, mais pour pas faire peut-être toute l'offensive de l'OGC Nice, vraiment Guessant, moi je fais partie de ceux qui le défendent pour 2 raisons. Déjà, j'avais raté moi à une époque, apparemment il a fait une déclaration au FC Nantes, un peu sur l'OGC Nice et ça part aussi de Enfin, un là, je club pense. familial, Voilà, comme non mais disait ça Nantes, part ouais. un peu de là, je crois aussi. Mais Evan Guessant, il y a rien à lui reprocher parce que Evan Guessant, c'est pas notre buteur numéro un. Aujourd'hui, il est titulaire, mais il est censé être derrière Mofi, même il est censé être derrière Laborde. Donc effectivement, après, je rejoins à 100%, il progresse, il a une palette vraiment complète, il fait pas ce qu'il peut, mais il se démène, c'est quelqu'un qui se bagarre, qui est au bon endroit, qui fait les bons appels. Effectivement, là, je rejoins ton analyse sur le fait qu'il est tendre face au but. J'ai envie de c'est comme on dit souvent, les coachs, on dit souvent: «Fracasse la cage». Sois méchant dans la surface. Bah, j'aurais envie de lui dire ça un petit peu. C'est vrai, souvent un petit piqué, un plat du pied, alors oui, c'est beau, mais je pense qu'il gagnerait un peu à durcir sa finition, quoi, quitte à ce que ça passe au-dessus. Mais voilà, qu'il lâche un peu la praline des fois, face au but. Parce que pour moi,
D'abord, c'est un joueur formé au club, c'est quand même important. Il se démène, il prend quand même la place de grands espoirs, entre guillemets. Je ne parle pas de jeunesse, mais d'espoir entre Mofi et Laborde. On a des grands espoirs pour eux. Voilà, il se démène, il fait ce qu'il peut. Bon, bah, forcément, il y a de la frustration parce que je pense que je la mettais, hein, ce que je disais en off avant, moi je la mettais, sans me jeter des fleurs. Mais après, voilà, ça fait partie. Il est là, peut-être que d'autres n'y auraient pas été. Et je suis persuadé, comme dirait d'ailleurs Farioli lui a beaucoup fait confiance. Donc j'y vois là un signe positif. Pour moi, c'est un joueur, comme tu dis, qui progresse et j'espère que ça va se confirmer pour lui. J'attends pas 25 buts, comme j'ai pu l'entendre. Mais allez, il peut mettre 12-15 hein, s'il est tout seul en attaque toute la saison. Ah mais je suis d'accord avec toi. Sky, ton ressenti un peu sur Guessant et aussi sur la rentrée de Moukoko, c'est vrai que le coaching offensivement a peut-être posé un peu question à un moment où Oh oui, tu fais sortir Shaw et Boga, il me semble de mémoire, tu laisses Guessant sur une le connerie. terrain et tu fais rentrer en fait Buonani et Moukoko derrière Guessant. Je pense que le coaching, on en parlera. Après, je laisserai Tony parler de l'attaque en général. Je vais juste ajouter ce que j'ai à dire sur Guessant, mais j'ai pas envie de lui en vouloir parce qu'il est formé au club, parce que il est là, parce que c'est censé être pas censé être le numéro un dans la hiérarchie non plus. Il l'est de facto aujourd'hui, donc il faut qu'il assume ce qui va avec aussi. Il vient de prolonger, le club a fait une grosse communication dessus. Ça joue aussi, je pense, malgré tout, dans l'analyse que les gens peuvent en avoir. C'est pas le petit jeune qui est là pour faire le nombre. Maintenant, c'est un vrai membre de l'équipe professionnelle et vrai concurrent pour la place de numéro un. Après, est-ce que alors, je me suis éloigné hein, de la communauté ces derniers mois et donc je crois que j'ai peut-être ta température aussi actuelle que la vôtre, hein, donc vous me corrigez si je dis une bêtise, mais moi les critiques qu'il peut y avoir sur Guessant aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment nouveau? Je veux dire, il y a eu les mêmes critiques sur ses prédécesseurs. Est-ce que Mofi se faisait pas cartoucher la tête? Par moi en premier, hein, je peux être coupable, hein, mais est-ce que Mofi se faisait pas cartoucher la tête pour son manque d'efficacité? Est-ce que Laborde se faisait pas aussi traiter de tous les noms? Donc, au final, voilà, Guessant, c'est aujourd'hui le numéro 9 de l'OGC Nice. L'OGC Nice galère toujours autant à marquer des buts. Il prend tarif comme ont pris tarif ceux qui ont joué à sa place avant. C'est ni intelligent, ni nécessairement mérité, ni rien, mais bon, voilà, j'y ai participé moi-même, donc du coup, je vais pas cracher dans la soupe non plus, mais j'ai pas l'impression, en fait, et encore une fois, un peu absent quand même ces derniers mois, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait spécifiquement un traitement Guessant. Je pense que j'ai un traitement contre le numéro 9 de l'OGC Nice dont l'attaque est en panne, et aujourd'hui c'est Guessant, donc ça lui tombe sur le coin de la gueule. Je peux me tromper, mais voilà, c'est l'analyse que j'en fais. Maintenant, est-ce que lui doit progresser naturellement? Moi, j'ai tendance à dire que c'est quand même non plus un jeune joueur. Alors, 23 ans, c'est jeune, hein, j'aimerais toujours les avoir. Mais bon, c'est le moment où sa carrière, ça va se décider entre le fait qu'il va pouvoir s'installer à l'OGC Nice, qui joue les places européennes, où il va devoir aller trouver du temps de jeu ailleurs et être peut-être un moins bon joueur que ça. Après, on peut exploser à tout âge, mais je pense que là, ça fait plusieurs saisons qu'on le voit en pro. C'est la saison ou jamais pour lui de confirmer s'il s'installe à long terme en tant que numéro un sur notre attaque, au sein de notre attaque ou pas. Et puis, est-ce qu'il est capable de marquer 12-15 buts dans la saison? Sans doute, mais s'il en marque 8 ou 10, déjà, je pense qu'il aura largement rempli le rôle et ce qu'on attend de lui, parce qu'après, de toute façon, il faut se faire à l'idée que je ne pense pas qu'on aura cette saison, peut-être avec Moukoko, mais on aura cette saison un mec qui tapera le record de Dario. Mais si tous les offensifs marquent entre 5 et 10 buts, on sera largement dans les places européennes. Et faut peut-être aussi que la responsabilité elle soit un peu plus partagée collectivement. Ouais, effectivement. Alors, offensivement, Tony, donc t'as parlé de Guessant. Est-ce que tu vois en Moukoko, même si l'échantillon est petit, est-ce que tu vois en Moukoko éventuellement le futur numéro 9 titulaire à l'OGC Nice ou est-ce que tu l'imagines un peu plus dans un rôle un peu à la chose, c'est-à-dire virevoltant derrière l'attaquant qui crée un peu des déséquilibres? Tu l'imagines comment comme type de joueur? Oh, je ne l'ai pas vu jouer dernièrement parce qu'il a été beaucoup blessé. Je l'avais vu un petit peu à Dortmund comme tout le monde quand il avait la hype totale. Ça m'a l'air d'être un pur buteur. Je ne le vois pas évoluer à la Shaw ou encore moins à la Boga. Évidemment, quand je dis que c'est un pur buteur, quand on voit son raté hier, c'est assez dingue. Mais bon, après, voilà, on va pas. Ce serait dur de lui tout de suite lui tomber dessus. On va lui laisser le bénéfice du doute. Mais pour moi, oui, je pense que Moukoko, en tout cas, sa venue depuis un club comme Dortmund, en tout cas,
c'est pour ça qu'il est là, je pense. Il est là pour reprendre, en tout cas mettre au moins une grosse concurrence à Guessant, et puis normalement passer devant. Donc oui, j'espère que ce sera Moukoko qui nous fera la saison devant et qui fera une bonne saison s'il le mérite. Après, je sais que Guessant lui apportera une concurrence comme il l'a fait à Mofi. Apparemment, l'entraînement il est excellent. Que, voilà, je vais pas revenir dessus, mais voilà, je pense que Moukoko ouais, peut être un joueur important et en tout cas, c'est pour ça qu'il est là. Après, sur l'attaque, effectivement, on a parlé en fait on connaît très bien, on commence à connaître Boga et Shaw. Je pense que on sait ce qu'ils peuvent apporter. On sait que Boga, il peut avoir des absences, mais que c'est un super joueur dans l'élimination, qui fait très mal. Shaw, j'ai l'impression que sous Franck Hez, il est bien en forme. Il fait des belles choses. Après, sur les changements, moi, je m'interroge parce qu'on a souvent eu cette discussion en fait déjà l'année dernière où on voyait Farioli faire sortir Boga, faire sortir Shaw, on se disait pourquoi. Et moi le premier, alors que je défends vraiment Farioli bec et ongle, je disais mais alors qu'est-ce qui nous fait, pourquoi eux? Et là ils le refont. Donc je me pose la question de savoir si c'est pas, pour le coup je m'intéresse à la tactique, mais peut-être quelque chose qui me dépasse un petit peu et qui a vraiment un intérêt derrière. C'est possible. Heu, mais je me pose des questions. Est-ce qu'ils sont cuits? J'ai pas l'impression sur le terrain. En tout cas, c'est pas l'impression qu'ils laissent Boga revenait de et blessure quand même. Enfin, il était entrant ouais, à Angers. Il y a peut-être cette donnée-là, mais c'est vrai que Shaw, pour le coup. Et puis Enfin, régulièrement, hein. entre en Angers avant la trêve, quoi. Enfin, il a. C'est vrai. ouais, entre en jeu Ah avant la bon, trêve. quand même. Puis je pense qu'à ce niveau-là, quand les joueurs démarrent le match, c'est que l'équipe médicale a donné le feu vert pour 90 minutes, je pense. Hein. Sinon, on se prive pas Non, d'un puis joueur. c'est de changer les deux très vite. Que tu te dises, bon, Ouais, complètement. j'ai besoin d'un nouveau profil, j'ai besoin de donner du temps de jeu à Moukoko et j'ai pas envie de faire sortir Guessant pour X raisons, c'est ton choix tactique, il est payant, il est pas payant, après c'est autre chose. Là, tu sors quasiment coup sur coup de mémoire Guessant et Shaw qui. Quand on dit qu'on n'a pas été heureux offensivement, bien sûr, on l'a pas mis au fond, mais moi je trouve que pour le coup, ils font un super match. Jérémy Boga et Mohamed Ali Chaud, perfectibles, mais moi Très bien. je suis vraiment satisfait de leur match. Et c'est les deux qui sortent. Moi, je trouve ça un peu dur. Donc peut-être que naturellement, faire sortir Guessant pour faire entrer Moukoko, on a vu que devant le but, ça aurait rien changé, mais c'était peut-être le choix logique. L'entrée de Buonanni n'avait pas été bon la dernière fois dans mon souvenir et qu'il n'a pas été là non plus. Moi, elle me pose vraiment question encore plus, tu vois, dans l'histoire, à la place de joueurs qui étaient satisfaisants. Pour moi, c'est plus le coaching que j'ai trouvé un peu malheureux. Moukoko, c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit. C'est sûr que il aurait commencé par un doublé au Vélodrome. Ses débuts auraient été peut-être un peu plus marquants que de rater le but vide. Mais moi, je suis un peu. Autant je peux être très satisfait offensivement de ce que j'ai vu, des combinaisons, voilà, un jeu collectif fluidé. Je parlais de la combinaison entre Barr et Boga, l'activité de Mohamed Ali Chaud, y compris son pressing, où il a récupéré pas mal de ballons auprès des défenseurs marseillais. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Malheureusement, ça s'est pas traduit en but ou en résultat, donc, mais c'est ce qui me permet d'être un peu optimiste aujourd'hui. Autant le coaching m'a vraiment laissé perplexe. Et d'ailleurs, j'ai pas trouvé que ça s'est traduit vraiment en une amélioration ou un super changement tactique. Euh, Puisqu'on parle de tactique et qu'on a la chance d'avoir Tony, bon, on a la chance d'avoir Pancho qui anime l'émission aussi, hein, ne commence pas à rager, Pancho. Salut, c'est moi. Mais je regardais, parce qu'on a beaucoup cité le match à Angers en exemple. Il y avait quand même une petite différence sur le match à Angers, c'est qu'on a joué à deux devant, un peu imposé par les blessures, avec Shaw qui s'était réaxé. Mais est-ce que Guessant, le fait d'être moins seul devant, ça lui correspond pas aussi mieux? Tu vois, parce que est-ce qu'il s'est pas retrouvé trop seul dans la surface ou à savoir où se positionner ou à prendre trop de responsabilités sur les épaules parce que c'était le seul devant? Je sais pas, mais du coup, pour moi, il y a quand même une grosse différence par rapport à Angers, c'est le système tactique, effectivement. Et puis, on se demandait est-ce que Moukoko c'est dans l'axe ou pas dans l'axe. Guessant, Farioli il a aussi beaucoup fait jouer à d'autres postes et il n'avait pas été nécessairement mauvais sur le côté droit, notamment, je trouvais. Pas mauvais, hein, je te dis Non, pas que je le c'est pas, préfère pas dans cette nécessairement mauvais, position-là, je suis mais d'accord. il avait été capable d'y jouer. Donc, je me dis, est-ce que t'as pas aussi un monde où tu associerais en fait Moukoko et Guessant et en fait tu te poses pas la question duquel tu fais jouer. Après, en fonction de l'adversaire, en fonction de tes joueurs dispo, ça pose d'autres questions pour tes joueurs de côté et l'équilibre de ton système plus globalement, naturellement. Mais on sait que Shaw et Boga peuvent jouer un peu dans l'axe. Tu as Sofiane Diop qui est revenu. Et tu vas devoir te demander aussi si un poste de numéro 10 derrière deux attaquants, au final, c'est pas sa meilleure position.
Donc moi, je pense qu'en fait, on est certes habitué ces dernières saisons à des entraîneurs qui sont incapables de changer de système tactique. Là, je trouve qu'on a l'entraîneur qui est capable de le faire, les joueurs qui ont la polyvalence pour, et le nombre qui te permet de considérer ça. Peut-être qu'il y a une partie de la réflexion qu'il faudra aussi se poser sur l'animation tactique, en plus de la performance individuelle des joueurs. En tant qu'expert tactique, Tony, je te laisse répondre à Sky. Ouais, comme tu Mais, refiles le ballon, genre, non, mais, bah, non, moi non, j'anime mais, non, mais l'émission, c'est par tout, contre, hein. c'est intéressant ce que tu dis, mais de manière générale, Shaw est beaucoup plus axé dans le système de S qu'il ne l'était sous Farioli, donc il est beaucoup plus touché, beaucoup plus décisif. On atteste aussi le fait qu'il ait été pour moi le meilleur joueur de la préparation. Et à Angers, c'était Buonanni qui était aussi à ses côtés, donc peut-être là aussi que ça change la donne. Parce que autant Buonanni, je trouve que c'est un joueur qui a du talent et qui peut avoir une utilité à court ou moyen terme chez nous, autant dans la dimension peut-être plus sans ballon, dans le replacement et dans l'intensité qu'il va mettre au pressing, je le trouve bah voilà, là aussi peut-être un peu tendre. Mais Tony, du coup, peut-être ton ressenti par rapport au dispositif à Angers, est-ce que tu as vu des différences par rapport à ce qu'on a vu hier après-midi? Oui, non, non, c'est vrai qu'il y a des différences quand on joue à 2 devant et je pense effectivement comme ça, moi, alors je me permettrai absolument pas de remettre en question les choix de coach, comme, Franck Hez, loin de là. Mais c'est vrai que j'ai la sensation comme ça d'instinct que Guessant aimerait bien, enfin serait à l'aise dans une double pointe et parce qu'il aime bien jouer dos, il aime bien se combattre, peut-être s'appuyer sur quelqu'un, repartir derrière. Je pense que ça peut le faire. Après, je mets un petit bémol, c'est parce que Angers, pour moi, très sincèrement, c'est extrêmement faible. Et puis on avait Boudaoui qui était en pleine forme derrière aussi au milieu. Donc à revoir peut-être face à une équipe qui proposerait autre chose que Angers défensivement. Oui, qu'Angers défensivement, c'était très faible et ils l'ont confirmé quand même depuis le début de saison. Donc effectivement, à 2 devant, je pense que ce serait mieux pour Guessant, mais en même temps, je pense que pour Boga et Shaw, dans le 3-4-3 actuel de Franck Hez, et on peut revenir dessus, je pense qu'ils sont hyper bien. Ils ont de l'espace, ils sont un peu plus proches de la surface que vraiment écartés sur les ailes. Ils touchent des ballons dans des bonnes conditions. Boga, Bard, c'est pas la meilleure doublette de Ligue 1, mais en tout cas, ça fait, moi, comme a dit Sky, quoi, ça fait presque rêver. À droite, ouais, on va se trouver un petit peu, mais Shaw, en tout cas, aujourd'hui, il retrouve un niveau qui était le sien peut-être avant qu'il parte en Espagne. En tout cas, on a tout pour briller offensivement et avec 2% de réussite en plus, on serait en train de dire vraiment le GC Nice exceptionnel contre Marseille, on est sur la bonne voie, etc. Comme j'ai dit, moi, c'était en off, je crois, je ne suis pas un immense fan de Franck Hez et je suis déçu qu'on ait perdu Franck Farioli, Francesco. Mais force est de constater que dans l'allant offensif, dans les combinaisons offensives, aujourd'hui, on a nos GC Nice qui a de l'allant, qui se crée des situations, qui met en danger l'équipe adverse. Et bon, bah, De Zerbi, ça reste quand même un grand coach en face aussi. Et on l'a quand même mis en difficulté, je trouve, sur beaucoup de situations. Donc voilà, il faut garder le cap et il faut simplement que mon Coco, il n'en rentrera pas 10 des comme ça, j'imagine. Il en a mis beaucoup des buts dans sa jeune carrière, donc il ne peut pas en rater 10 des comme ça. Même Rosario n'en ratera pas 15 000 des occasions comme ça. Rouli a été excellent aussi en face. Donc non, non, pour moi, cette animation offensive, c'est vraiment pour moi la satisfaction du début de saison. Par contre, qui dit à l'offensive dit pour moi un petit manque d'équilibre parfois à la perte. Après, ça, on le savait avec Francaise, on savait dans quoi on s'embarquait. Ça fait un virage à 180 degrés. C'est fait. Maintenant, il faut qu'on donne à Francaise le matériel pour le faire. Mais c'est un petit peu, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase J'allais tout un tas de fois. Quand Farioli était j'allais te, censé rester, voilà, c'était pareil. Donc, affaire à suivre. j'allais te dire, moi, c'est même pas tant pour l'instant, ça viendra dans la saison, la question des choix tactiques de Francaise, tout ça et tout. C'est plus le projet globalement. Tu passes 1 an sur 2 d'un entraîneur supposément joueur, solide, machin. Enfin, ça n'a ni queue ni tête le choix de l'entraîneur jusque-là. Et aujourd'hui, t'as même. Enfin, c'est peut-être pour ça que j'ai l'air un peu blasé. Vous allez me répondre que je l'ai toujours été, hein, et vous aurez peut-être pas tort, mais envie de te dire, bah, moi, Franquès, je serais content qu'il arrive. Florian Maurice, il a ses défauts, mais bon, c'est pas Dave Braceford, donc je suis plutôt content globalement.
Mais tu te dis, moi aujourd'hui, je suis là à me dire, ok, mais j'ai pas envie de m'attacher parce que je sais pas quand est-ce qu'ils vont repartir. Tu vois, c'est un peu con, hein, mais je me dis, s'il faut, dans 6 mois ou dans un an, ils vont partir comme tous les autres avant eux. Donc, du coup, et à ce moment-là, qui les remplacera? Voilà, mais sans faire ma tête de con, tu te dis, bah, ouais, t'as choisi Francaise, je trouve un effectif qui sied plutôt bien à son projet de jeu, et ça, c'est positif. Maintenant, tu as quand même beaucoup de blessés, notamment au milieu de terrain. Je pense que si tu joues avec Sanson ou Boudaoui, peut-être que ton milieu de terrain est un peu plus solide. Et tu as les choix que tu as fait en défense de remplacer Todibo par deux Paris. Bon, Dorin qui était absent pour suspension en plus de ça, mais au final, tu n'as pas vraiment nécessairement remplacé, en tout cas à court terme, Jean-Claire Todibo. Bah, forcément, ta défense, elle empathie à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être que dans 3 ans, on vendra 50 millions chacun, Abdelmomen et Moïse Bombito, et du coup, ça aurait été le bon choix sportivement et économiquement pour le club. Et là, à court terme, voilà, tu payes aussi une stratégie qui a encore une fois changé cet été, un remplacement ou un non-remplacement dans l'immédiat, et du coup, moi, je dis pas que c'est ce que tu fais, Tony, hein, absolument pas, mais moi, du coup, j'ai même carrément du mal à le lire tactiquement pour l'instant après 4 matchs. Peut-être qu'au bout de 40, on verra que c'est une conséquence des choix tactiques de Francaise, mais moi, pour l'instant, tu pourrais mettre entre guillemets n'importe quel entraîneur. Je pense que tu te retrouvais un peu avec la même chose et les mêmes problèmes. C'est tu as un peu remplacé au minimum ton plus gros départ et ton infirmerie est toujours pleine. Ce qui ressemble bien à l'OGC Nice ces dernières saisons. Voilà, peut-être qu'au final, ce sera payant, mais là, moi, ça me surprend pas que ça te coûte des points aujourd'hui, malheureusement. Et puis tu ajoutes à ça effectivement un mercato tardif, un nouveau projet effectivement démarré. Alors j'entends, hein, j'entends tout ce que vous me dites, mais moi il y a quand même une petite voix dans ma tête qui me dit que certes, toutes ces années-là faites d'instabilité, de changement de dirigeant, d'entraîneur, mais il y a une forme de régularité dans les résultats, si bien que si tu arrives à avoir une stabilité sur, allez, 3 saisons, on va pas demander le bout du monde, 3 saisons, tu permets effectivement à un entraîneur d'avoir du temps, parce que vous parlez de matière, mais il faut aussi du temps à mettre en place un projet pour essayer d'aller jusqu'au bout. Donc moi, j'entends ce que tu dis, Sky, par rapport au remplacement de Todibo dans un premier temps. Après, il faut prendre aussi en considération le fait qu'on les ait bien vendus, autant Thuram que Todibo, chose qui, depuis quelques années, bah, nous faisait défaut, hein, de réaliser de belles ventes. Depuis d'Albert. D'Albert, oui, Depuis effectivement. d'Albert, et ça fait longtemps, hein. Ça fait 7 ans quand même déjà, hein, tu te rends Ouais, compte? Donc, franchement, c'est déjà une amélioration. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a perdu énormément de temps, c'est une évidence. Ineos a perdu beaucoup d'argent. Voilà. 5 ans. Il y a eu une série d'entraîneurs énorme depuis le rachat, c'est une évidence. Peut-être. Mais, mais cette année-là, est-ce que, voilà, enfin, je me dis Florian Maurice, Francaise, est-ce qu'ils iraient mettre vraiment leur empreinte, voilà, dans ce bourbier-là, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont là pour un certain temps. Reste que, voilà, le positionnement de l'investisseur, quoi, du propriétaire. Ça peut Moi, avoir j'ai des envie de te dire, répercussions. aujourd'hui, le positionnement d'Ineos, je m'en fous. Et à la limite, maintenant qu'ils sont loin du club, ça se passe mieux. Oui, Voilà, c'est vrai. c'est malheureux à Sur dire, cette je le saison-là, c'est regrette. vrai. Moi, j'en ai fait mon deuil, mais au moins, s'ils ne se mêlent pas des affaires sportives du club, depuis, ça se passe mieux. C'est très bien. Faisons le deuil de se dire qu'ils vont investir et nous faire un grand club européen. Ça s'est passé. Il y aura peut-être un rachat, un énième rachat un jour qui nous emmènera dans cette optique-là. Ce sera pas avec Ineos, tant pis. Au moins, maintenant, ils foutent pas la merde. Déjà, ça, c'est positif. Moi, j'ai envie de te dire, et c'est peut-être une position qui est un peu radicale, il peut se passer sportivement ce que vous voulez cette saison. J'en ai rien à péter. Moi, ce qui est important, c'est la continuité. Tu peux sortir des poules en Europa League et finir 8e ou 9e de Ligue 1. Je te dis pas que ce sera une bonne saison, je serais dégoûté. Mais je préfère ça plutôt que de terminer en barrage de Conference League et en ayant passé un tour en Europa et pour que tu me changes Flomo et Francaise l'année prochaine. Moi, je m'en fous. Je veux un vrai projet. Pas Jean-Pierre Hiver qui nous expliquera sur RMC l'année prochaine que le projet il a encore changé mais que c'est nouveau et que c'est bien. Voilà, par pitié, un peu de régularité là. C'est qu'on parte, comme le disait Tony, sur 2 3 ans avec les mêmes hommes. On sait déjà que les joueurs ils vont changer.
Enfin, là, ça suffit. Là, 7 entraîneurs en 5 ans, 3 directeurs sportifs, voire même plus, 4 directeurs sportifs, si je dis pas de bêtises. Ça va. Là, il nous faut 2-3 ans. Et si dans 3 ans, en fait, Francaise et Flomo nous ont pas fait passer de cap, on se posera la question de s'il faut les changer, ce qu'on peut faire de mieux. Et en fait, on t'avancera pas. La preuve, hein, je l'aime pas, donc j'en profite, mais tu débauches le pseudo meilleur entraîneur de France, champion en titre et tout, bah, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Les résultats sont pas mauvais, mais ça te fait pas franchir un cap. Et tout ce qu'il a envie, c'est de se barrer l'année d'après parce que tu lui as menti. Donc, bah, du coup, voilà, c'est autant partir avec des gens qui savent où ils foutent les pieds, à qui tu mens pas, à qui tu promets pas du rêve pour rien, et qui ont envie de rester là 2-3 ans. On verra comment ça marche, mais je pense que déjà, nous, pour nos nerfs aussi, on a besoin de stabilité et on verra bien où ça nous mène. Et comme tu as dit, Pancho, le club, il est quand même en grande progression sportive si tu regardes sur ces 20 dernières années. Si tu fais une saison où tu termines 8 ou 9e, tu seras pas content. Est-ce que c'est un drame? Pas du tout. Enfin, vraiment, surtout si en plus dans le jeu, tu vois des choses qui te donnent un peu envie d'aller au stade, quoi. Mais bon. C'est que mon avis, qui n'est pas forcément populaire, hein, mais je pense que c'est ce dont le club a besoin aujourd'hui, plus qu'autre chose. Je vais paraphraser Bertigno avant de te donner la parole, Tony, sur le bouquin de Enzo Djibali, recruteur, qui justement parlait de l'importance d'avoir une continuité autant dans les dirigeants que sur la pelouse, dans voilà, les résultats. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme 70%, c'est un truc qui est immense sur les effectifs et dans l'équipe staff et dirigeants du club. Tony, un peu ton Un ressenti. bon exemple avec Lens. Hein. Lens, ça marche là-dessus, hein, regarde. Hein. Ouais, Dernière saison. c'est vrai. Voilà. Tony, un peu ton ressenti, je te laisse tousser, un peu ton ressenti sur voilà, le projet, l'énième projet, le recrutement, enfin plutôt le remplacement de Todibo avant qu'on clôture. Ouais, non, mais je pense que Sky, il a une position qui est en effet, un petit peu too much dans le sens où, évidemment, on est supporter, dire qu'on s'en fout, ça me fait un peu mal au cœur, mais je suis d'accord sur le fond. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qu'on veut et ce qui a été pour moi la force de Rivière, c'est d'avoir toujours un projet d'ensemble. Avec l'arrivée de Puel, c'est quand même notre base aujourd'hui de travail. Ça a été un vrai projet d'ensemble et c'est ce qui nous a fait un petit peu rêver. Aujourd'hui, moi de la même manière de voir Vieira, Fabregas, et compagnie, s'enchaîner sur le banc, ça me voilà, en plus, enfin ça fait pas rêver franchement, faut le dire. Alors j'ai envie d'y croire parce que Franck Hez, il vient de Lens, il a fait des bonnes choses et bien sûr que j'ai envie d'y croire, mais effectivement, ce que je veux voir, c'est, de la continuité aussi bien, comme vous le dites, au niveau des hommes, mais dans le projet. Que font les équipes de jeunes? Est-ce qu'elles jouent en 3-4-3, comme Francaise? Est-ce que, qu'est-ce qui est proposé, en fait? C'est quoi aujourd'hui le projet de Nice? Comme on le disait un petit peu en off, c'est ça moi que je veux retrouver. Je veux retrouver des ambitions. Je demande pas à ce qu'on, comme dirait Favre, concurrence Chelsea dans un an, mais je demande simplement qu'on me dise: «Voilà, l'OGC Nice, on doit s'installer dans les places européennes tous les ans, c'est très bien. Comment on va le faire?» Point. Et je pense que Rivière, il a démontré par le passé qu'il avait les compétences pour, avec des moyens limités. Ça se représente un peu moins bien avec des moyens un peu plus importants, même si on est de retour apparemment dans des moyens limités. Florent Maurice, ça a l'air d'être un type qui a un bras assez long, voilà, il est là depuis longtemps, il va nous apporter des bonnes choses. Bocquet, pour avoir lu son bouquin, ça a l'air d'être quelqu'un qui sait de quoi il parle et j'ai l'impression que sa gestion, c'est bien. Maintenant, voilà, effectivement, est-ce que si on donne effectivement 2 ans minimum à Franck Hez, avec 2 mercatos pleins, le la possibilité d'avoir une équipe qui lui ressemble, qui lui fait envie, et puis voilà, à voir ce que ça donnera et j'ai envie de supporter un projet, voilà, qui portent des valeurs, au long terme. Heu, voilà ce qu'on a tous envie en fait au fond. Je pense qu'on a tous supporté Nice, quand on se maintenait la dernière journée. Je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'on commence la saison sans penser à la Ligue 2. C'est quand même, aujourd'hui un luxe auquel on s'est habitué et j'ai toujours trouvé que la fanbase, en particulier sur Twitter, était hyper dure avec les coachs, même avec Vieira. Même avec Vieira qui était loin d'être le meilleur coach, avec tous ses défauts, mais i on finit en coupe d'Europe avec le Covid. Enfin, au bout d'un moment, il y a des catastrophes, je suis d'accord, mais il faut aussi, comme dirait Rivière d'ailleurs, se souvenir d'où l'on vient, c'est sa phrase. Ouais. Et il a pas tort sur le fond. Je pense que, voilà, on est bien, il y a des choses à changer. Aujourd'hui, on a un nouveau coach, on avait envie d'y croire avec Gisolfi, je suis désolé, Gisolfi, il arrive, on se disait pas: «Dans un an, il est parti». Donc bon, on est de nouveau déçus, là, on a quand même des pointures, même si Franck Hay, c'est pas
faire une pointure de la Ligue 1. Laissons-lui du temps, laissons-les jouer et puis on verra bien. Et puis si je peux me permettre pour conclure, parce qu'on a parlé, vous voulez parler du mercato rapidement. Comme l'a dit Sky, on verra dans 4-5 ans si Bombito et Abdelrahmane là, ils sont au niveau. On n'a pas remplacé les joueurs. OK, même si Ndombélé pour moi remplace quand même au milieu, pour l'instant, en tout cas dans ce qu'il démontre. Voilà, on verra bien ce que ça donne et effectivement, il faut du recrutement pour l'équipe technique en place, heu et du temps. Vous l'avez tout dit, je crois que Sky il a accentué sur, les hommes et toi tu as accentué sur le temps. Donc ouais, j'ai une synthèse facile à faire. J'espère vraiment que ça va se faire parce que moi franchement cette saison je la démarre mais un peu sur la pointe des pieds quoi. Je regarde les matchs mais ouais, je me dis franchement on a perdu 2-0 contre Marseille. J'ai vu le match en entier et j'ai éteint le téléphone. Je dis enfin, voilà, bon, on a perdu, c'est dommage, on a fait des bonnes choses, Ouais. mais ça m'a pas j'étais pas triste. J'étais pas triste, j'ai vécu mon week-end, très bien et franchement, il fut une époque où quand on se perdait, voilà, j'étais au fond, hein. Donc Ouais, là il y a aujourd'hui, un je me détachement, effectivement, ouais, peut-être. j'ai un détachement, Ouais. alors que voilà, en Hmm. plus, pas facile quand on est loin, hein. Moi, j'habite à Paris, donc je viens pas au stade tous les dimanches. Avec Dazen en plus qui est cher, ça renforce pas le Je te, truc. je te rassure, au stade, tous les dimanches, il y a un détachement aussi, hein, très clairement. Ouais, mais ça On va pas, depuis ça a on va pas toujours se été à Nice, il y mentir. a toujours eu un petit détachement, mais Non, mais là je pense que tu as particulier. une déception et une résignation qui font que là, les gens se disent ben, on est content, Flomo et Francaise, c'est mieux que ce à quoi on s'attendait avant l'été. Je pense qu'on a été agréablement surpris Oui, globalement. Alors, après, tu es peut-être pas tout à fait d'accord, mais bon. Franchement, non, je pense qu'on moi, était je trouve que contents. compte tenu de l'attractivité du club, c'est plutôt de bonnes idées. Maintenant, on a entre Nantes et. Je reviens sur les deux mêmes matchs, hein, entre Nantes et Bâle, on est tellement pris dans la gueule qu'aujourd'hui, soit tu prends ça avec philosophie, soit tu exploses en vol, en fait. Quoi. Non, et puis Bon, choisis ton, choisis ton camp, mais. c'est nécessaire d'attendre un peu pour voir effectivement comment rend la saison. Effectivement, là, on est à 4 journées, et puis je vais quand même vous donner le programme, vous l'avez forcément, Calendrier. mais le calendrier dantesque jusque Sympa. effectivement à la trêve, elle était involontaire celle-ci. Donc vendredi prochain, match pour des 120 ans du club à domicile contre Saint-Etienne. Prenez vos places si vous avez la possibilité d'y aller. Puis réception de D'ailleurs, la... on va jouer en bleu et noir pour les 120 ans. Ah, Ah, ce serait bien. c'est marrant. Est-ce que tu viens de nous J'ouvre le lâcher? débat. Ah bah C'est vrai? écoute, Ah non, je savais pas, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est une question, c'est ah parce que le bah maillot Ferd doit être, Ah, j'en sais rien. présenté là, donc du coup, est-ce que c'est une ce coïncidence serait, et ils étaient... ce serait assez fou. Bon, il y a eu des photos qui ont fuité par rapport à ce maillot Ferd. Donc effectivement, on verra. Ah, je Puis l'ai, si vous voulez, réception hein, je vous l'envoie. Sociedad. Puis déplacement 3 jours après à Bollaert pour le retour de Francaise et Jonathan Klaus, entre autres, à Lens. Puis 5 jours après, déplacement à Rome pour le retour de ces matchs de Coupe d'Europe 2017-2018. Et enfin, en clôture, gentiment en fait, hein, par un Nice-Paris le 6 octobre. Donc là, comment vous dire que les 5 prochains matchs, ça va pas donner une coloration directe à notre saison, mais on peut commencer à vivre des émotions avec des gros matchs autant en championnat qu'en Coupe d'Europe. Donc nous, on sera présents, voilà, déjà, pour les voir, pour aller au stade si possible, et puis pour les commenter surtout, et puis voilà, baver sur les joueurs finalement, sur les matchs, et puis se C'est ce transcender, qu'on aime. et se transcender lorsqu'il y aura voilà, l'occasion de le faire. En tout cas, les gars, merci à vous pour votre présence dans ce numéro-là. On se retrouve bien, rapidement pour un prochain numéro et ce match de Saint-Etienne. Prenez soin de vous. Et puis Sky, à bientôt dans Avantinissa. Peut-être. Qui sait. Le teasing. Passez une bonne soirée et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Et salut À ça. bientôt.